Donc, je vais parler en fait effectivement de pourquoi la télémédecine. Enfin, je vais être un peu plus large que télémédecine. Il faut que je vois comment marche la petite flèche. Ah oui, c'est là. Okay. Pourquoi je ne vais pas parler que de télémédecine, je vais parler de e-santé. Bon, Pierre Simon vous a bien expliqué la différence entre télémédecine et e-santé. Ça a été plusieurs fois évoqué. Et pour commencer, pour vous tracer un peu ce paysage, quand on parle de bonne santé, pourquoi les gens sont égaux ou inégaux par rapport à la santé, la définition, ça part tout seul, la définition de la santé, en fait, sachez que, alors je suis désolée, la parenthèse c'est un peu déplacée, mais c'est pas très grave, le système de santé tel qu'il est conçu, les médecins, les hôpitaux, etc., sont responsables en gros à 20% de la gestion de notre bonne santé. Tout le reste, c'est l'âge, le sexe, l'endroit où vous êtes né, le niveau social, l'éducation qu'on a pu recevoir, le niveau social des parents, la profession, enfin, énormément, et les comportements individuels. Et en fait, ce qui est assez intéressant, bon, la télémédecine telle qu'elle a été définie, vous comprenez bien qu'elle elle va être dans les 20% du système de santé qui va aider à prendre en charge le patient. Par contre, tout le reste, la e-santé, donc tout ce qui va pouvoir être des outils de coaching, de promotion, de gestion de la bonne santé, en fait, vont participer à aider le patient, la personne à aller mieux. Donc on voit bien que c'est très important d'avoir de la télémédecine, qu'elle reste bien à sa place dans le système de santé, mais la e-santé a un rôle beaucoup plus large à jouer et peut participer à ça. Alors, je voulais aussi, pourquoi est-ce qu'il faut des nouvelles organisations ? En fait, je ne vais pas reprendre tout ce qu'on dit régulièrement, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on fait face à des besoins en santé qui sont différents de ce qui a existé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que le vieillissement de la population, donc vous savez que l'espérance de vie augmente, c'est une bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que l'espérance de vie en bonne santé diminue. Donc on va vivre plus longtemps, mais avec une phase plus longtemps où on ne sera pas bien. Et ça, c'est pas quelque chose, c'est une bonne nouvelle. Et ça rappelle aux 80% que je vous montrais des déterminants de santé pour rester... où c'est pas simplement le système de soins qui agit. Et donc finalement, ce qui se passe, c'est qu'on a aujourd'hui à faire face avec ce vieillissement et avec les progrès de la science, puisqu'on gère mieux les pathologies, au fait que l'essentiel, la grosse part des coûts de la sécurité sociale, donc des coûts et une grosse masse de patients sont des patients chroniques. Donc ce sont des patients qui n'ont pas les mêmes besoins que des patients aigus. Je vais vous montrer après pourquoi. On est un pays qui ne sait pas faire de prévention. Or, vous avez vu que dans les 80% de nos déterminants de bonne santé, c'est la prévention qui joue. Donc, il y a un vrai enjeu, c'est comment mettre en place de la prévention et comment maintenir ensuite ce qu'on évoque tout le temps, c'est l'égalité d'accès aux soins. Et tout ça dans une enveloppe quand même un peu contrainte. Et on va même être plus que contrainte, puisque vous avez dû entendre que la santé fait partie des objectifs de diminution de coûts et des plans qui sont annoncés par nos ministres. Donc en fait, pour répondre à ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas simplement la médecine, c'est que c'est vraiment une politique de territoire. On est dans quelque chose qui est organisé au niveau d'une mairie, ce sont des élus qui sont là, ils sont profondément impliqués dans cette... c'est vraiment une politique et de santé et de territoire pour maintenir cet accès et pour pouvoir promouvoir un certain nombre d'activités de bonne santé. Il faut aussi être attractif. On dit qu'il y a de moins en moins de médecins sur certains territoires. Il faut retenir ces médecins. Et les jeunes médecins n'ont pas les mêmes aspirations que les médecins d'avant. Il y en a beaucoup qui veulent être salariés. Il n'y en a pas forcément... alors, c'est en deux temps, mais quand on regarde... Alors, en première année, en sortie de médecine, très peu rentrent dans la médecine libérale. Un peu plus au bout de 5 ans, puisqu'effectivement, quand ils ont fait un peu leurs dents sur le terrain, ils acceptent d'aller dans des cabinets. Mais les outils de e-santé et télémédecine sont aussi un moyen de rendre plus attractif un territoire, parce que ça permet de mailler, ça permet d'être moins seul, ça permet peut-être aussi des exercices collectifs. Donc vous voyez que cette e-santé, elle est au-delà de la télémédecine, qui est une part importante, quelque chose de très important. Voilà. Donc, je vous disais, la patient chronique, patient aigu, pourquoi c'est différent? Donc, on a construit notre santé, il y a des années, sur le modèle, en fait, de la pathologie infectieuse. On a quelqu'un qui va bien, qui est en bonne santé, qui tombe malade, et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'hospitaliser, voir son médecin, et sur un laps de temps qui va être assez court, le guérir et le remettre en circulation, entre guillemets, en bonne santé. Donc c'était là-dessus que ça a été... Et on a une des médecines probablement les plus performantes dans la médecine clinique est connue de manière internationale. Mais aujourd'hui, sachez qu'il y a... Alors, en ce qu'on appelle en maladies longues, les maladies prises en charge à 100%, c'est plus de 10 millions de personnes. Et si c'est les patients chroniques en général, au-delà de ces pathologies-là, on évoque des chiffres entre 15 et 20 millions de personnes. Donc, c'est
vraiment important, on a des patients chroniques. Et le patient chronique ne guérit jamais. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui va être toute sa vie en interaction avec le système de santé. Donc sa vie, son travail, sa famille vont être impactés par ça. Et le besoin n'est pas le même. C'est-à-dire qu'il faut une interaction souple et continue avec le système de santé. Et si c'est des rendez-vous, il faut appeler 10 fois l'hôpital pour pouvoir avoir une réponse. Ça ne tient pas la route pour ces gens-là. La vie devient un enfer, qui est déjà pas facile. Donc il faut repenser différemment la réponse du système de santé pour la pathologie chronique. Et ça n'a pas été inventé du tout quand on a mis en place notre médecine. Et là, et la e-santé et la télémédecine ont un rôle très important à jouer. Donc ça, c'est une slide dont je me suis inspirée. Vous aviez Pierre Simon qui était là tout à l'heure. Donc j'ai un peu inspiré sa slide, pris sa slide. Mais c'est quelque chose d'important. Et qu'est-ce que va faire la e-santé et la télémédecine ? Si on prend ces patients chroniques qui vont être malades tout le temps, ce qu'il faut qu'on essaie de faire, c'est qu'ils soient le moins possible dans les structures que vous voyez à droite, qui sont des structures chères et pas agréables. C'est pas drôle d'être en soins intensifs, c'est pas drôle d'être hospitalisé. Donc il faut y être quand c'est nécessaire, mais le moins longtemps possible, et par tous les moyens ramener les gens vers des structures plus légères, plus hôtelières et moins médicales, ou vers des structures qui sont le domicile où on espère que les gens soient le maximum de temps. Et tout ça en maintenant qualité de vie, sécurité. Et donc, ce qui est derrière, l'idée qui est derrière, c'est si on arrive à faire communiquer tous ces gens, partager des données à tous ces gens, mettre des liens de télé, alors là on va revenir à la télémédecine, de téléconsultation, de téléexpertise, on va pouvoir faciliter ce retour vers les structures plus agréables. C'est mieux pour le patient. Et puis l'hôpital est un lieu à risque, hein, il y a des maladies nosocomiales, il y a des infections, des bactéries. Donc on est mieux pour les patients et mieux pour le système de santé puisque ce sont des structures moins chères. Donc, à quoi sert la e-santé et la télémédecine? C'est à accompagner ce mouvement vers le domicile pour que les gens soient dans les meilleures conditions de prise en charge. Bon, c'est un petit peu la même chose, donc je vais passer. Alors, comment ça se traduit? C'est un schéma est un petit peu compliqué, mais c'est un peu c'est une prise de conscience importante au niveau national. Et aujourd'hui, par exemple, il y a 5 régions qui partent dans des projets qu'on appelle territoires de santé numérique. Et en fait, les TSN, l'abréviation, c'est de dire justement, on va mettre en place des plateformes au niveau de territoire. Là, on n'est encore que sur le territoire, c'est 250 000 à 300 000 personnes. Et ces plateformes auront comme rôle de mettre en place une coordination pour les patients chroniques. Les autres aussi, mais c'est quand même la première cible, ce sont quand même ces patients chroniques. Donc je l'ai mis en bleu clair, l'espèce de gros rond, c'est cette plateforme régionale. Pierre Simon a parlé tout à l'heure, il a parlé de ce qu'on appelle les espaces, les ENRS, j'ai un trou sur le N, numérique de régionaux de santé. Et en fait, c'est de mettre sur une plateforme technique et humaine, hein, il y a un peu les deux, tout un ensemble de services qui vont pouvoir reconsidérer l'organisation médicale. Et donc, vous allez avoir des plateformes téléphoniques, donc des choses qui existent déjà, mais vous allez aussi avoir des outils, vous pouvez en prendre par un rendez-vous par SMS, vous pouvez poser une question par SMS et avoir une réponse, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des plans de soins, c'est-à-dire qu'un patient chronique, on va lui dire votre programme annuel, je fais un petit peu en gros, vous êtes diabétique, il faut aller une fois par mois peut-être aller voir votre podologue parce que votre pied peut avoir un mal perforant. Vous allez faire une fois par mois tel type d'examen. Vous devez aller voir votre ophtalmologiste. Donc en fait, on va produire un programme annuel. Il y a une autorité nationale qui est la HAS, la Haute Autorité de Santé, qui va définir ces programmes. Et ensuite, il faut que ces programmes soient mis en musique. Au niveau opérationnel, il faut qu'on s'assure qu'ils soient correctement suivis par le patient et que les professionnels, que ce soit le podologue, le diabétologue, le médecin généraliste, etc., soient au courant de ce qui se passe tous ensemble pour qu'avec le patient, les choses avancent bien. Et donc, il y a des outils informatiques qui permettent de mettre en place ces plans et que chacun puisse interagir avec ça. Donc en France, il n'y en a pas beaucoup, voire pas du tout. Certains pays ont réussi à les mettre en place. Mais pour vous dire qu'en fait, il faut qu'on ait cette cellule qui dispose de ces outils et qui puisse permettre aux patients et aux professionnels de santé de suivre cette coordination. Et donc, ça va travailler. Alors, le coordinateur a perdu son R qui est en dessous. Il y aura un coordinateur qui est en charge de coordonner ça, donc qui est un nouveau métier. C'est ce qu'on va mettre dans les TSN, et qui va interagir avec le domicile ou les EHPAD si les personnes sont âgées, donc les maisons de retraite, et qui vont permettre d'interagir aussi bien avec la médecine de ville qu'avec l'hôpital, qu'avec des cliniques, qu'avec des maisons de santé pluridisciplinaires, et que tout ça puisse en fait travailler de manière coordonnée et harmonieuse pour un patient.
Alors, je te parlais de nouvelle organisation. C'est une très vieille slide que j'ai reprise qui était mise en place. On avait mis en place une organisation de télémédecine pour prendre en charge les patients atteints de BPCO, donc de poumons un peu faiblissants, et qui devaient donc tous les jours faire quelques petits questionnaires et répondre à 2-3 trucs. Et on se dit, c'est facile, les données, le télésurveillance à domicile se fait, et voilà. Et bien en fait, c'est pas simple parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière un écran et qui tous les jours regarde, une infirmière en général, qu'est-ce que dit le patient. Ça va pas, comment ça se passe, etc. Et donc il y a des alertes vertes, orange, rouge. Et là, ça décrit tout ce qu'il faut faire en fonction des alertes. C'est-à-dire, le patient n'a pas répondu. Ah ben, est-ce qu'il n'est pas parti en vacances? Qui j'appelle pour savoir s'il est parti en vacances? Ou alors, est-ce qu'il est hospitalisé? Comment je sais qu'il est hospitalisé et qui va me prévenir qu'il est hospitalisé? Ou alors, les résultats ne sont pas bons, mais on est limite. Combien de jours je vais accepter que mon résultat ne soit pas bon? Ou alors, il n'est vraiment pas bon, il faut peut-être que j'appelle un médecin. C'est qui le médecin? C'est quoi le protocole? Et qu'est-ce que je lui dis? Et tout ça, il faut l'écrire en détail. Et là, vous imaginez bien que l'innovation organisationnelle à mettre en place est maximale. Et en général, pour mettre en place quelque chose comme ça, on fait un premier jet, on l'essaye, ça ne marche pas très bien, on recommence, et il y a bien 5 ou 6 allers-retours avant d'avoir quelque chose qui commence à se huiler et où toutes les personnes qui sont impliquées vont se mettre en place pour faire ce fonctionnement, de faire de ce fonctionnement quelque chose d'harmonieux. Donc c'est juste pour vous dire que c'est vraiment une façon de travailler qui est complètement différente. Et parfois, même de bonne volonté. Je me rappelle la première fois, c'était les médecins qui étaient derrière les écrans, et quand ils voyaient que c'était un peu orange, je me disais, ça, c'est pas très grave. Il voyait le truc, il disait, bon, je l'appellerai demain ou après-demain. Et le patient qui avait vu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très bien, il paniquait. Pendant 2 jours, il était mort de trouille. Et donc, quelque part, après, on a mis en fait des infirmières derrière les écrans qui étaient plus sensibles à cette sensibilité patient et qui savaient interagir mieux avec les patients. Et donc, le système a mieux marché. Et tous ces allers-retours, il faut les faire, parce que tant qu'on ne les a pas fait jusqu'au bout, eh ben, il y a des moments où ça grince. Alors ça, c'est un autre schéma pareil. Vous voyez, quand on évoquait, j'étais avant dans une agence d'État, donc on avait mis en place toutes les allers-retours d'information. Donc là, c'est pour un patient chronique, un télésuivi. Vous avez un patient à domicile, une infirmière derrière un écran, dans un centre de surveillance, des médecins, des infirmières qui vont au domicile. Et on avait expliqué, donc chaque ligne c'est ça, c'est qu'est-ce que j'envoie, qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois fonctionner pour que cette organisation nouvelle qu'on met en place soit harmonieuse et serve au mieux le patient, rende la vie normale aux professionnels de santé. Enfin, l'idée c'est quand même de faciliter la vie de tout le monde dans cette histoire. Donc juste pour vous dire qu'il faut innover de façon forte en organisationnel. Alors là, c'est un slide. Bon, nous, vous voyez, on est orange. Ensuite, j'étais un peu trop loin, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Mais c'est pour vous dire que ces organisations, quand on les met en place, ce qui est compliqué, c'est que vous allez avoir des industriels comme nous on est spécialistes de la donnée. Vous allez avoir des gens qui font des dispositifs, une balance, un spiromètre, qui vont aller dans le domicile du patient, par exemple. Vous allez avoir des médecins, des infirmiers, des patients. Chacun a un langage différent et chacun a des attentes différentes. Et en fait, il faut qu'ensemble, la construction puisse se faire. Et vous allez devoir mettre ensemble des gens qui vraiment viennent de mondes très différents et n'ont pas les mêmes langages. Il faut quand même arriver à créer quelque chose de cohérent et que ça serve bien et que ça soit utile. Si on met que la technologie sans l'usage, je peux vous assurer que ça ne marche pas. Il y a une région qui avait fait ça à une époque. On dit on va être les rois de la télémédecine. Ils ont donné des PC communiquant à tous les médecins. Et bien, les PC sont restés dans les placards. Il faut construire un projet médical et l'organisation pour que ça soit utile. Et il faut la construire ensemble. Et je peux vous assurer que ça aussi, c'est une innovation qui n'est pas si facile à mettre en place. Donc je vais passer sur le reste. Là, c'était pour vous dire en plus que même les industriels ne viennent pas des mêmes métiers. Il y en a qui viennent de l'IT, il y en a qui viennent du médical. Ils ne parlent pas le même langage, ils n'ont pas les mêmes contraintes. Comme je sais que vous allez remplacer Sébastien Marché derrière, si vous voulez, vous pouvez... Je peux jouer entre les deux. Voilà, hein, ok. Donc on fait vous allez devoir me supporter sur 2 présentations parce que je fais la suivante. On fait comme ça, parce que comme ça, je vais pas vous stresser. Pas de chance. Je ne vais pas vous stresser sur cette présentation, et puis on sera un petit peu plus rapide sur les objets. Mais de toute façon, c'est un peu lié, puisque quelque part... D'accord. Donc, hop, il va bien bouger, il est un peu lent, là. Voilà. Donc là, hop. Donc pour revenir à la restauration transparente qui est quand même important, on construit ensemble et après, vous voyez bien qu'on met en place des nouvelles organisations. Et donc ce qui est très important, c'est d'aller voir les gens sur le terrain. Je vous parlais tout à l'heure d'un projet, enfin je ne sais pas si j'en parle, mais un projet qui a été mis en place sur du suivi d'insuffisance cardiaque en Auvergne. Le professeur qui a mis ça en place, il a mis 1 an à aller voir tous les professionnels, parce qu'il a mis le professionnel du territoire avec lui. Pendant 1 an, il a été les voir tous les uns après les autres pour leur expliquer, voilà ce qu'on va faire ensemble, voilà pourquoi on va le faire, voilà comment ça va changer votre pratique, mais qu'est-ce que ça va vous apporter et pourquoi ça ne va pas vous nuire, mais au contraire vous améliorer votre quotidien. Et
petit à petit expliquer ça. Et donc aujourd'hui, c'est un succès. Tout le monde est à bord, mais parce qu'il y a eu cette année. Donc là, ce qu'on appelle la formation, l'explication, l'accompagnement au changement, il faut vraiment expliquer au quotidien que ces organisations, qui sont la vraie innovation de la télémédecine, à mon avis, vont changer la façon de travailler des uns et des autres et vont changer la relation du médecin et du patient, la relation du médecin et de l'infirmière et du patient. Il faut vraiment aller au bout de ces explications pour que ça marche. Et il faut le faire avec les patients aussi. Alors, bon, là, je vous dis, on marie deux mondes. Il n'y a pas seulement la difficulté médecin-industriel, il y a entre industriels, c'est des mondes différents. Et quand vous avez fabriqué un ventilateur ou quand vous fabriquez un PC, ben, vous n'êtes pas dans les mêmes mondes. Et là, il va falloir les faire parler ensemble et construire ensemble. Donc, il y a un nouveau challenge ici. Bon, là, je passerai tout à l'heure. Et juste pour dire qu'en fait, du coup, dans ces projets, on a un certain nombre de challenges. Et la complexité, celle que je viens d'évoquer, est un vrai point. Et donc, je vais peut-être en parler un peu après, mais la sécurité aussi. Les gens ont besoin de savoir que le système est sécurisé. Bon, standard et interopérabilité, c'est des accès techniques, mais ça a été évoqué, il faut que tout communique. Voilà. Et une grosse difficulté, c'est évaluer. C'est-à-dire, finalement, on se dit, on fait tout ça, il faut que ça serve à quelque chose. Et on a du mal à prouver que ça sert sur tous les plans. Et souvent, la première question des instances avant de mettre en place des modèles financiers, c'est est-ce que c'est plus intéressant financièrement qu'avant? Et comme on compare deux organisations, eh ben, on ne sait pas, on n'a pas d'outil tout fait pour évaluer l'une contre l'autre deux organisations. On sait faire un matériel médical et un ancien ventilateur, un nouveau ventilateur, un ancien médicament, un nouveau médicament, une ancienne organisation, une nouvelle organisation. On ne sait pas très bien le faire. Et là aussi, il faut innover dans les outils d'évaluation. Voilà. Donc ça, c'était le premier message sur cette évaluation. Et j'attends la suite. Alors, peut-être pendant qu'on attend la suite, une question de transition. Vous avez parlé des maladies chroniques, vous avez évoqué un chiffre 15 à 20 millions de patients, c'est des masses énormes. Donc si on met des systèmes en place, c'est aussi à la clé éventuellement des économies énormes, ou pas d'ailleurs. C'est ce qu'on essaye de démontrer. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'en général, les retours qu'on a, c'est que ça améliore la vie du patient. Ça permet de meilleure coordination, mais par contre, on ne sait pas. Le retour financier n'est pas toujours démontré aujourd'hui. Ça a été a priori sur l'insuffisance rénale, oui. Je pense que sur la cardio, c'est pratiquement démontré. Sur l'insuffisance cardiaque, il y a des pathologies où c'est moins simple. Mais c'est difficile de faire la preuve. C'est difficile parce qu'on confronte vraiment deux organisations et souvent on n'a pas tous les chiffres en amont. Voilà, alors, votre deuxième présentation est en place, donc on a 10 minutes là. Hein. Voilà, oui, donc je vais aller vite. Mais il y a des choses qui ont déjà été un peu dites, puisqu'en fait, la question, c'était les objets connectés et l'innovation, et François Lescure, qui était là tout à l'heure, a parlé un peu des objets connectés, donc je vais essayer de passer plus rapidement peut-être. Je ne vais pas faire une description, juste pour vous dire que les objets connectés, c'est une réalité aujourd'hui. Alors là, j'ai pris trois choses. Vous voyez qu'à gauche, en bas, c'est le CNOM, qui dit « la santé va devenir mobile », donc l'ordre des médecins y travaille. À droite, c'est un document qui est fait par la CNIL, donc Informatique et Liberté, qui a écrit un livre sur l'homme connecté, qui est d'ailleurs très intéressant et qui évoque à la fois les problèmes de sécurité, d'avenir. Ça va jusqu'à la philosophie de l'homme connecté, parce qu'il y a un mouvement philosophique derrière, la post-humanité ou la transhumanité. J'ai découvert ça, je ne savais pas. Et en haut, c'est ce que j'avais pris dans 20 minutes, c'était la sortie de la montre Google, Apple, je veux dire, excusez-moi, Apple, qui fait tout, y compris suivre votre santé. Donc c'est vraiment quelque chose d'actualité qui est partout, et qui va aussi bien vers les instances que vers l'usage quotidien. Alors là, je vais très rapidement. La seule chose, puisque François a fait une belle description des objets connectés, le seul message, c'est qu'on va d'objets très médicaux, un pacemaker comme c'était dit, à des objets de bien-être, je cours, je marche, je suis mon poids, à des objets complètement loufoques. J'ai vu un soutien-gorge connecté, donc je pense qu'il enregistre les battements du cœur et qui ne s'ouvre que si c'est le vrai amour. Donc voilà, vous avez une gamme de choses qui vont de très très sérieux à des choses un peu plus... voilà. Sachant qu'avec les objets connectés, il y a ce qu'on appelle les apps, donc les applications qui sont chargées avec et qui sont sur les mobiles, et parfois on n'a qu'une application sans objet. Et il y a plus de 100 000 aujourd'hui applications dédiées à la santé. Voilà. Donc donc c'est quelque chose qui explose. Donc voilà, je vous avais mis la fourchette qui a fait pas mal parler d'elle aussi. Donc en fait, quand on parle de santé mobile ou d'objets connectés, qui sont effectivement une forme ça va être à chaque fois qu'on utilise son mobile ou son smartphone ou une tablette
pour une activité de santé au sens large, comme tout à l'heure, donc ça peut être pour les 80% comme pour les 20%. Donc ça peut être aussi bien de la recherche d'informations, et beaucoup de gens maintenant, sachez que la plupart, je crois que c'est à peu près 50% des mobinautes qui vont chercher régulièrement les données de santé sont parmi les premières à être regardées. Par contre, leur qualité n'est pas toujours garantie. Ça peut être pour suivre des données patients, ça peut pour prendre des rendez-vous, avoir un rappel de rendez-vous par SMS, ça peut être pour se géolocaliser, savoir où est la pharmacie, etc., ou géolocaliser un patient un peu fragile. Enfin, voilà. Vous avez, et ce n'est pas simplement les patients, la santé connectée, c'est des outils pour les médecins, c'est des outils pour les patients, et voir voilà, et les usagers quand ils ne sont pas encore malades, si on peut dire. Alors, ensuite, ce que je voulais dire, j'ai plus que 5 minutes. Juste un petit message rapide pour vous dire, vous voyez, on va de la santé, on a parlé de télémédecine tout à l'heure, vous avez compris que c'était un monde très réglementé. Donc, la santé connectée, la santé mobile, ça va de la télémédecine quand on a un pacemaker, où là, les règles du jeu sont très fortement définies, contraintes, etc., à tout un monde qui est encore plus flou, nous on appelle ça le B2C, c'est-à-dire qu'on va directement vers les usagers, parce qu'en B2B, on vend à des hôpitaux, on vend à des ARS, et là, on est dans un monde très grand public. Vous achetez quelque chose pour enregistrer votre sommeil, voilà, vous ne savez pas si c'est fiable, pas fiable, quelle est la qualité et ce qu'on fait de vos données. C'est quelque chose qui est encore un monde assez flou. Et donc, entre les deux, il y a une zone grise, où on ne sait pas très bien où on se situe, et on ne sait pas définir la frontière, et on ne sait pas non plus aujourd'hui comment vont s'équilibrer ces deux mondes. Donc c'est vraiment une question d'un monde très contraint, très réglementé, à des objets beaucoup plus flous. Alors voilà, je voulais montrer le pacemaker, vous voyez, c'est quand même quelque chose, là on est dans un monde très réglementé, donc là il y a eu un retour sur investissement qui a été démontré sur le suivi des pacemakers et des défibrillateurs. Et là, au niveau mondial, c'est 800 000 personnes qui sont suivies comme ça. Donc là, c'est des vrais chiffres. On est quand même dans quelque chose de routine. Donc là, j'ai passé. Ça peut être l'apnée du sommeil. Et là, ça interroge d'autres choses. C'est qu'aujourd'hui, ces outils permettent de surveiller aussi si le patient est observant. Si on a un patient qui suit ce qu'on lui recommande de faire. Donc là, il y a eu un arrêté, ça a été stoppé, parce qu'on regarde les gens qui s'endorment, enfin qui arrêtent de respirer la nuit, peuvent être appareillés. C'est pas très rigolo d'avoir ça sur le nez quand on dort. Il faut faire un certain nombre d'heures pour que ça soit efficient. Et donc, on demandait aux gens de le faire et voilà. Et en fait, on ne savait pas s'ils le faisaient ou pas. Et donc, on a mis en place derrière des outils qui permettaient de dire la machine est on, la machine est off. Et ça posait la question de est-ce qu'on continue à rembourser des gens qui ne sont pas obéissants. Donc là, il y a vraiment des questions d'éthique et politique, pour moi, qui sont soumises. Ça, c'est pour vous dire juste un diabétique, je vais en parler après, puisque j'ai un truc. Là, voilà, pour vous dire jusqu'où on peut aller. Là, c'est des diabétiques type 1, donc des diabétiques qui doivent mettre de l'insuline, qu'on fait une course de Bruxelles à Barcelone en vélo. Ils étaient télésurveillés sur tous leurs indicateurs, la fréquence cardiaque, la glycémie en continu, et donc ils pouvaient pas avoir une alerte s'ils descendaient trop bas en glycémie et qu'ils risquaient un malaise. Donc ça, c'était pour montrer que c'était possible. Donc, sur leur vélo, dans différents pays, ils ont été en continu suivis sur leurs paramètres physiologiques. Voilà. Et ça, les patients ont beaucoup apprécié. Et on va jusqu'au bien-être, jusqu'au coaching. Et là, on voit apparaître de nouveaux usages, de nouveaux payeurs ou de nouveaux joueurs, entre guillemets, acteurs, qui sont les mutuelles, qui commencent à proposer à leurs membres des aides à bien gérer son poids ou son activité physique, ou aux entreprises qui disent, moi je vais mettre en place des programmes pour le bien-être de mes employés. Et donc je leur donnais un bracelet, et puis pour avoir du coaching, etc. Donc on va jusqu'à dans ce bien-être et vers des nouveaux trucs. Alors je vais juste rester là, ça va être ma dernière slide, parce qu'après j'expliquais chaque point, mais je ne vais pas le faire. Donc voilà, on a un certain nombre de questions, et je dirais la première aujourd'hui est fondamentale, c'est les gens savent que ça existe, beaucoup n'y vont pas ou se posent des questions parce qu'ils ne sont pas sûrs, ils sont inquiets. Et les questions, c'est qu'est-ce qu'on fait de mes données, qui a accès à mes données? Et est-ce que les outils que je vais acheter ou les applications que je vais prendre sont fiables et quelle est leur réalité? Et donc là, sur la sécurité des données, il y a une infrastructure qui est utilisée pour la télémédecine. Jusqu'où il faut aller et quand est-ce qu'on n'est plus dans la télémédecine et quelles sont les infrastructures à mettre en place pour des données personnelles? Là, il y a un peu de... Et puis, sur l'usage, vous prenez une application que vous allez charger sur un Apple Store. Elle va vous dire, vous prenez en photo votre peau et je vais vous dire si votre grain de beauté, il est malin ou il est bénin. Et là, finalement, il y a quand même un diagnostic à la clé sur quelque chose que vous allez acheter grand public. Est-ce que c'est fiable ou pas fiable? Est-ce que vous pouvez suivre cette indication? Et là, c'est un vrai questionnement. Et donc, il y a des pays qui ont commencé à mettre en place des démarches pour qualifier ces applications sur leur qualité et leur sécurité. En France aussi, en France c'est un peu privé, ce sont des médecins qui font ça. Voilà. Mais là, il y a vraiment un questionnement de
finalement ces outils, quelle place ils trouvent, comment ils se mettent en place et comment on répond aux inquiétudes. Dans certains pays, par exemple, les médecins préconisent des applications à leurs patients qui disent « je voudrais bien mincir » ou « je voudrais faire l'exercice, comment on peut m'aider ?» En France, on reste très prudent. C'est à peu près 8% des médecins qui recommandent des applications contre peut-être 80% aux États-Unis. Donc voilà, reste à lever ces ambiguïtés. Alors, il y avait les modèles financiers, il y avait l'interopérabilité, mais je pense que cette sécurité, c'est la première question qui revient quand il y a des études sur l'outil de ces nouvelles technologies. Voilà.